Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 29 septembre 2014. Il est 15h au ciel des Nations Unies à New York, 20h30 à Kaboul, en Afghanistan, et 20h à Libreville, la capitale gabonaise, où vous est présenté cette édition du journal télévisé du soir sur votre nouvelle chaîne généraliste panafricaine, Canal 7. Au sommaire de cette édition, 3 titres principaux en Côte d'Ivoire. Les partisans de Charles Blé Goudé retiennent leur souffle pour cet homme qui fut l'un des bras droits de l'ancien président Laurent Gbagbo. Est-ce le pont de la dernière chance pour échapper à un procès à la CPI? Marina Ménéma nous en dira beaucoup plus tout à l'heure. En France, les sénatoriales ont signé une énième bérésina pour l'exécutif et le Parti socialiste. Pour l'opposition, Luc Chatel, le secrétaire général par intérim de l'UMP, paroisse, évoque une défaite sanglante pour Hollande. Dans la page culture de ce journal, nous irons aux États-Unis, où les nostalgiques de la cassette audio tentent de faire revivre cet objet sans cesse renaissant. À présent, le développement des titres de cette édition. Au pays d'Alassane Dramane Ouattara, accusé de viol et de plusieurs autres crimes contre l'humanité, durant la période post-électorale en 2010 en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, le bras droit de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, est à la barre de la Cour pénale internationale depuis ce lundi. Il doit donc répondre des principales charges retenues contre lui par la procureure Fatou Bensouda. Marina Mendeman au commentaire. 3000 morts, c'est le nombre de victimes qu'aurait engendré la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2010. L'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé fait face à la justice internationale depuis ce lundi. Il doit répondre des extrêmes violences ayant eu lieu dans ce pays durant cette sombre période. Nous avons sélectionné 5 incidents représentatifs des crimes commis par les forces pro-Gbagbo lors des violences post-électorales et de la responsabilité pénale individuelle de M. Charles Blé Goudé. Au nombre des charges retenues, la procureure Fatou Bensouda devra donc convaincre les juges que les éléments de preuve récoltés dans cette affaire sont susceptibles de justifier un procès à l'endroit de l'ancien ministre de la Jeunesse de l'ex-président ivoirien. Les éléments de preuve démontrent que M. Blé Goudé est criminellement responsable de la mort d'au moins 184 personnes, de viols d'au moins 38 femmes et filles, de blessures corporelles graves et des souffrances d'au moins 126 personnes et d'avoir persécuté au moins 348 personnes. En mars dernier, lors de son arrestation au Ghana, où il était en cavale, Charles Blé Goudé s'était dit innocent. Recusant toutes les charges qui lui étaient reprochées, c'est finalement ce jeudi qu'il devra s'adresser au juge. Ces derniers auront ensuite 60 jours pour rendre publique leur décision. Au Libéria, sur le front sanitaire, le médecin-chef de ce pays a été mis en quarantaine après le décès de son adjoint atteint par le virus Ebola. Une situation pour le moins dramatique qui plonge encore ce pays dans le désespoir. Un élément de Ludovic Bitegué. La principale autorité médicale du Libéria, appelée aussi médecin-chef, le Dr Bernice Down, a été contrainte à être mise en quarantaine depuis dimanche dernier. Cette décision est consécutive au décès jeudi de son adjoint victime de la fièvre hémorragique Ebola. La mort et la contamination de ces 2 médecins mettent en cause la protection des agents de santé soignant des cas suspects ou confirmés. Ces 2 cas attestent de la vulnérabilité et de l'exposition des représentants du corps médical face aux grandes pandémies. Selon l'OMS, en l'absence de traitement efficace ou de vaccin pour l'homme, la mise en œuvre et le respect des mesures de protection à prendre à titre individuel sont le seul moyen de prévenir l'infection. Ainsi, tout personnel de santé atteint de fièvre hémorragique Ebola devrait s'imposer les règles suivantes. Non seulement il doit être mis en quarantaine, il devra aussi s'interdire d'aller dans les hôpitaux et ne plus prodiguer des soins aux malades. Soulignons que le Libéria est le pays d'Afrique de l'Ouest le plus touché par l'épidémie Ebola. L'Organisation mondiale de la santé y a enregistré 3458 cas de malades infectés,
dont 1830 ont trouvé la mort à la date du 23 septembre 2014. Au Nigeria, le marché du bétail souffre d'une importante inflation. À l'absence d'un service de surveillance des prix, chaque vendeur n'en fait qu'à sa tête, au point que le prix du mouton varie selon la tête du client. La situation est d'autant plus préoccupante que les populations se retrouvent dans une situation de surenchère permanente. Les plus nantis, qui n'en demandaient pas tant, s'en frottent les mains. Un reportage d'Abdoul Karim. Sur le marché central de bétail de Niamey, c'est l'effervescence totale. Acheteurs et vendeurs se côtoient dans une ambiance habituelle à chaque veille de fête de Tabaski ou fête du mouton. Cette année, les moutons sont bien grands, mais coûtent cher selon les clients. Je suis venu acheter un mouton. Celui sur lequel j'ai porté mon choix, le vendeur m'a fait savoir qu'un client lui a proposé 162 500 francs CFA et il ne l'a pas cédé. Moi, j'ai augmenté 250 et donc je l'ai acheté plus cher. Ces moutons valent bien leur prix, se défendent les commerçants. Mais il y en a pour toutes les bourses, de 35, 40 000 à 200 000 francs CFA, voire plus. Chacun trouve un mouton en fonction de ses moyens. Les prix varient de 50 à 100 000 francs CFA, voire plus. Cependant, il y a des clients qui viennent avec 50 000 francs CFA et veulent un mouton de 200 000. C'est impossible. Les vendeurs de moutons déambulent également dans les rues de la capitale à la quête d'un client potentiel. La fête de la Tabaski sera célébrée en principe le 5 octobre prochain. Elle coïncide cette année avec la rentrée scolaire. Et il faut bien plus qu'un salaire pour le fonctionnaire moyen pour faire face aux dépenses inhérentes. L'Arabie Saoudite, cette monarchie du Golfe abritant les lieux saints de l'islam à travers la Mecque, devra gérer avec habileté le flot des pèlerins nigérians attendus dans cette ville pour le début du mois d'octobre. Alors que deux épidémies, la fièvre hémorragique Ebola et le coronavirus, n'en finissent pas de faire planer une atmosphère empreinte de menaces pour les autorités locales. Ludovic Bitegué pour le commentaire. Alors que le grand pèlerinage de la Mecque doit débuter le 3 octobre prochain, environ 76 000 musulmans nigérians seront attendus dans le sanctuaire de l'islam pour le Hajj 2014. De leur arrivée à l'aéroport, les premiers pèlerins devront faire face à des mesures strictes de santé, et ce, en rapport avec deux épidémies, Ebola et le coronavirus. Ils nous ont administré le vaccin normal qu'ils donnent à tous les gens qui arrivent à Jeddah. Les pèlerins nigérians ont passé plusieurs étapes médicales, dont deux principales, le passage par un sas doté d'une caméra thermique permettant de dépister instantanément les personnes ayant de la fièvre. Dans le même temps, la prise de médicaments de prévention leur sera imposée. Il faut préciser que chaque année, environ 2 millions de personnes effectuent le Hajj, considéré comme le 5e pilier de l'islam. Nous avons souffert du stress avant de venir ici. Nous avons fait un grand nombre de tests, une série de tests d'Ebola et d'autres examens de ce genre, et nous avons fait des prises de sang. Le Nigeria est le seul pays affecté par le virus dans la région à avoir reçu l'autorisation d'envoyer des ressortissants communier avec le 5e pilier de l'islam. Selon l'évaluation du ministère saoudien de la Santé, le risque avec les pèlerins nigérians est moindre. Les autorités de ce pays et ceux de Lagos sont en communication permanente sur les conseils de l'OMS. Notons que les Saoudiens ont annoncé la suspension de l'octroi des visas du Hajj pour les musulmans du Libéria, de la Guinée et de la Sierra Leone. Toujours à l'occasion du prochain Hajj qui aura lieu bientôt à la Mecque dans quelques jours, comme nous le disions plus haut, près de 85 000 agents des forces de sécurité locales ont été déployés pour assurer le bon déroulement de cet événement spirituel pour le mois attendu par de nombreux musulmans à travers le monde. Les précisions de Larissa Fall, Traoré. La Mecque, au lieu de la spiritualité, rassemblera début octobre près de 2 millions de pèlerins musulmans venus de tous les coins du monde. Une parade militaire a été organisée à cet effet avant d'entamer ce recueillement traditionnel qui débutera dans quelques jours. Près de 85 000 agents des forces de sécurité locales ont été déployés pour que le Hajj se déroule dans la quiétude totale. Pour de nombreux pèlerins, c'est un moment inoubliable, mais aussi de rassemblement au regard du nombre de pays qui s'y sont ajoutés cette année, et ce en comparaison des précédents pour partager ces instants. L'islam reste au-delà des pays arabes plongés dans les guerres sanglantes et fratricides, une religion d'unité, de fraternité et d'entraide. Toutes les mesures ont été mises en place pour permettre le bon déroulement de ce grand événement spirituel.
Des personnes souffrant de difficultés respiratoires et celles appartenant au troisième âge ont été mises en isolement. Rappelons que ce pèlerinage a lieu au moment où le virus Ebola sévit de plus en plus en Afrique. Ce qui ne manque pas d'inquiéter l'Arabie saoudite, car bon nombre de pèlerins ignorent encore les instructions de l'OMS dans ce domaine. Du Golfe, nous nous rendons en France pour évoquer la cinglante défaite au sénatorial du Parti socialiste au pouvoir depuis 2012. Nous le disions déjà dans les titres de cette édition, c'est l'une des informations importantes alimentant tous les débats au sein de l'interno politique hexagonal depuis dimanche soir. Autre élément important de ce scrutin, l'entrée historique du Front National à la haute chambre du Parlement de ce pays. Comme pour sacrifier à la tradition, le Parti socialiste et le Parti conservateur français, l'UMP, s'accusent mutuellement d'avoir alimenté cette dynamique. Mais quels enseignements devons-nous retenir de ces changements, pour le moins attendus par les observateurs au sein du Palais du Luxembourg? Suivons une analyse de Dina Koussou. Critiqué depuis 2012 pour sa politique inadaptée à la résolution de la crise que connaît le pays, le Parti socialiste de François Hollande vient encore de subir une cinglante défaite à l'issue des sénatoriales de dimanche dernier. Avec l'arrivée de 2 sénateurs du Front National et des 188 sièges que totalise la droite contre 155 attribués au Parti socialiste, le basculement du Sénat dans l'opposition consacre une fois de plus la mauvaise passe que connaît la rue de Solferino. Pour l'opposition dont le chef de file est l'UMP, c'est un tournant important de la politique française. Ce soir, le Sénat a changé de majorité, puisque l'UMP et ses alliés totalisent au moins 188 sièges, soit plus d'une trentaine de sièges d'avance sur la gauche et ses alliés. Avance nettement supérieure à nos espérances. C'est un événement politique majeur. C'est bien sûr une belle victoire pour l'UMP qui comptera un groupe de plus de 143 sénateurs. Sur les 348 sièges à pourvoir au Palais du Luxembourg, plus de la moitié a été récupérée par l'UMP et ses alliés le week-end dernier. Face à ces changements, de nombreux enseignements à n'en point douter sont à retenir. Avec la droite qui refait main basse sur le Sénat, nous assistons à un rééquilibrage des pouvoirs. En 2012, grâce à la conquête de l'Élysée par François Hollande, la gauche française détenait tous les pouvoirs pour reformer l'Hexagone. 2 ans et demi après l'entrée en fonction du président français, jamais dans l'histoire de la Ve République, un exécutif soutenu par un parti majoritaire n'avait été aussi affaibli. Cette défaite supplémentaire, après celle des municipales, sonne-t-elle définitivement le glas de l'espérance célébrée par les socialistes en 2012 ? Dans tous les cas, cette victoire de la droite à mi-mandat présidentiel peut être considérée comme un camouflet pour certains analystes faisant dans l'euphémisme. Mais pour les moins optimistes, elle sonnerait plutôt la descente irréversible de François Hollande dans les abîmes du pouvoir. En France toujours, les pilotes d'Air France ont mis fin à leur grève. La plus longue de l'histoire du groupe après 2 semaines de conflit direct avec la direction. Les syndicats n'ont pas réussi à faire céder la direction d'Air France KLM, soutenue par un gouvernement sur leur revendication d'un contrat unique pour tous les pilotes de la compagnie et ses filiales, dont Transavia, destinée à préserver les avantages de leur statut actuel. Cette grève impopulaire, coûteuse et dommageable a cloué au sol la moitié des avions d'Air France depuis le 15 septembre. Suscitant l'ire de Manuel Valls, qui a salué la décision des pilotes en indiquant que cette grève pénalisait les usagers, l'entreprise et l'économie du pays. Les vols devraient en principe reprendre ce mardi. Hong Kong, des dizaines de milliers de personnes sont descendues ce dimanche dans les rues de Hong Kong pour réclamer une plus grande autonomie du gouvernement chinois. Ces manifestants ont été victimes de bombes lacrymogènes et de gaz aux preuves lancées par la police. Cette dernière a eu maille à partir avec les contestataires quasiment toute la journée. La manifestation a continué ce lundi, mais semble s'être apaisée. Huye la bagarre aux commentaires. Les éléments de la police de Hong Kong ont attaqué dimanche des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de la ville. À l'aide de gaz lacrymogène et à poivre, les forces de l'ordre ont tenté jusqu'à tard dans la nuit de réprimer la campagne de désobéissance civile entamée il y a quelques semaines. Ces contestataires dénoncent la décision de Pékin concernant les futures élections dans le micro-État. En effet, le gouvernement central a annoncé en août que le futur chef de l'exécutif de l'ancienne colonie britannique serait élu en 2017 au suffrage universel.
Il a aussi précisé que 2 ou 3 candidats seraient choisis par un comité. Cette révolte en faveur de la démocratie est le point culminant d'une semaine de manifestations organisées par des étudiants en grève. De façon générale, ces manifestants ont bloqué des points névralgiques de Hong Kong tels que Central, le quartier des affaires, et Causeway Bay, la principale artère commerçante. La police fait état de 78 arrestations. Par ailleurs, 26 personnes blessées ont été admises aux urgences des hôpitaux de la mégapole. Ces événements sont les pires troubles civils depuis le retour de Hong Kong sous la tutelle chinoise en 1997. Le gouvernement de la région autonome a annoncé ce matin le retrait des forces de sécurité, mais les protestataires restent dans les rues et continuent leur mouvement pacifique. Au Japon, la soudaine éruption samedi dernier du mont Otake a causé la mort de plus de 30 personnes, sans oublier de nombreux blessés, parmi les centaines de randonneurs se trouvant alors sur les pentes du volcan. Les opérations de secours ont repris ce lundi matin, près de 48 heures après le drame. Abdulaziz Maïga nous en fait le compte rendu. Plus de 500 sauveteurs émanant des services de police, des pompiers et des forces d'autodéfense se sont rassemblés vers 6h heure locale, 21h GMT, au pied du mont Ontake, dans l'optique de secourir d'éventuels survivants victimes de cette éruption volcanique. Le volcan Ontake, culminant à plus de 3000 mètres, est le deuxième plus élevé au Japon. Situé entre Nagano et Gifu, il s'est brusquement réveillé samedi à la mi-journée, projetant d'immenses nuages de fumée, de cendres et de pierres. L'épais manteau gris recouvrant les alentours avait contraint les secouristes dimanche soir à cesser prématurément les opérations dans l'après-midi. Cependant, seul le décès de 4 hommes a pu être confirmé car leurs corps ont été identifiés. Par ailleurs, on dénombre des dizaines de blessés victimes de projectiles provenant du cratère. Les spécialistes pensent que l'inhalation de la poussière et des jets de pierre serait à l'origine de cette tragédie. Selon l'Agence nationale de météorologie, l'éruption était impossible à prévoir. Rappelons néanmoins que c'est la première fois que depuis 1991 qu'une éruption volcanique fait des victimes au Japon, d'autant plus que le mont Ontake n'avait pas connu un réveil aussi brutal depuis 45 ans. Afghanistan, Ashraf Ghani, le nouveau président irakien, a été investi lundi. Il succède ainsi à Hamid Karzai, qui a dirigé le gouvernement pendant 13 ans. Il a invité les talibans à la paix et les populations à collaborer avec le gouvernement, l'OTAN et l'armée nationale. À marge de cette cérémonie, un attentat meurtrier des rebelles a eu lieu à Kaboul. Il visait des soldats afghans et étrangers. Ashraf Ghani hérite d'un pays fragilisé par la crise politique et des résultats contestés du second tour de la présidentielle le 14 juin dernier. Son rival Abdullah Abdullah et lui ont été contraints par l'ONU et les États-Unis à accepter un gouvernement d'union nationale dans lequel Abdullah Abdullah tiendra un rôle semblable à celui d'un Premier ministre. Pour rappel, Ashraf Ghani, le président afghan, a été déclaré vainqueur avec 55% des voix à l'issue du contentieux électoral. Les talibans ont profité de cette saga politique pour progresser dans les zones rurales. Dans la province de Ghani notamment, une centaine de personnes ont été tuées. En représailles, des villageois ont arrêté et pendu 4 talibans. La page culturelle de ce journal aux accents nostalgiques. Le magasin de disques Rock Trade NIC à Brooklyn a rendu hommage à la cassette audio samedi dernier. Les fans de cassettes nostalgiques se sont retrouvés avec pour ambition de faire renaître ce support quasi oublié. Roland Jacou est à la manœuvre. La cassette audio ou mini-cassette, appelée encore en langage courant cassette, est un médium introduit en 1962 par le label musical Philips après plusieurs années de recherche. Après un succès fulgurant, elle devient la norme en matière d'enregistrement audio domestique jusqu'à l'apparition des disques compacts enregistrables. Samedi dernier, le magasin des disques Root Trade NYC a rendu hommage à ce support. Et pour la circonstance, un autre label du nom de Burger Records a produit d'innombrables cassettes et donné un concert où participaient des artistes ayant accepté volontiers de se produire dans un espace aménagé non loin du magasin. Le manager de ce dernier a estimé que dans certains genres musicaux, la cassette n'avait jamais disparu. Ainsi pense-t-elle qu'il existait de bonnes raisons de lui rendre hommage. La cassette, c'est quelque chose de tangible et qu'on peut copier facilement et s'échanger.
C'est pas cher comme support d'enregistrement de votre musique et ce n'est pas numérique. Les gens veulent une alternative au numérique. Le numérique, c'est facile, mais la cassette nous ramène à une période où la musique, c'était aussi un objet plus tangible. Des personnes nostalgiques, des fans de cassettes analogiques se sont donné rendez-vous dans ce magasin de Brooklyn. Et pourtant, certaines personnes assimilent aujourd'hui la cassette à un support à problème. En fait, c'est assez problématique. La cassette a plein de problèmes bizarres. Non, ce n'est pas l'idéal, mais c'est amusant. C'est nostalgique et c'est un vrai objet. C'est ça le plus important, c'est nostalgique et amusant. Cette journée qui a accueilli beaucoup de monde a semblé faire naître l'espoir de revoir la cassette audio encore dans les rayons au cours des prochaines années. Le Cameroun et la Tunisie n'ont pas réalisé l'espoir, celui de franchir le premier tour des 17e championnats du monde de volleyball qui se joue en Italie. Les représentantes du continent africain ont été classées parmi les derniers de leurs groupes respectifs. Le bilan de cette participation africaine avec Mamadou Niang. C'est le cri de ralliement de l'Étoile du Congo Handball Section Dames. L'équipe est au point pour le championnat d'Afrique des clubs champions. Le mois prochain en Tunisie, ces dames vont représenter leur pays, le Congo. À 10 jours de la compétition, elles se disent prêtes, hormis quelques petits détails. Des petits trucs techniques seulement, la cohésion, comme il y a des nouvelles, on a eu à appeler des renforts et tout. Je crois qu'il nous faut peut-être un peu de cohésion, l'amour entre nous, qu'on puisse se comprendre et je crois que ça va aller. Notre objectif, c'est aller faire un résultat. Là-bas, on ne va pas pour aller nous amuser ou visiter le pays. On va pour aller faire quelque chose, on va se battre quand même. On va se battre pour amener même une médaille, ne fût-ce qu'une médaille. Détenteur du challenge Omar Bongo Ondimba en 1991, 4 fois champion d'Afrique des clubs champions, 86, 90, 91 et 94, l'équipe a tout de même perdu sa performance et n'a plus gagné de trophée depuis 10 ans. Une situation sans doute liée aux querelles des dirigeants de leur fédération et aux mauvaises conditions d'entraînement. Pas d'infrastructure, plus de stages de formation à l'extérieur, l'équipe fait avec les moyens de bord. Des difficultés qui inquiètent l'entraîneur. Bon, la première difficulté, c'est lié au climat, parce que nous sommes... la saison des pluies a commencé et vous savez très bien qu'à Brazzaville, il n'y a pas encore de terrain couvert. Ça pose problème. Bon, la deuxième difficulté, c'est que nous n'aurons pas des matchs d'entraînement. Bon, nous allons nous contenter des matchs entre les filles. Voilà. Et souvent, pour des compétitions comme ça, on a besoin d'un sparring partenaire autre que les filles que nous avons déjà. Malgré ces difficultés, le staff technique se dit prêt pour ramener des médailles de Tunis. Les championnats d'Afrique des clubs champions se tiendront dans la capitale de la Tunisie du 8 au 19 octobre prochain. Alors, nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs, ce sont les aléas du direct. C'était plutôt un élément de prudence Larissa et Roméo Kedia et non de Mamadou Niang. Nous allons donc clore cette édition. Ce journal est donc à présent terminé. Nous en rappelons les principaux titres en Côte d'Ivoire. Les partisans de Charles Blé Goudé retiennent leur souffle pour cet homme qui fut l'un des bras droits de l'ancien président Laurent Gbagbo. C'est le point de la dernière chance pour échapper à un procès à la CPI. En France, les sénatoriales ont signé une énième péréquation pour l'exécutif et le Parti socialiste. Pour l'opposition, Luc Chatel, le secrétaire général par intérim de l'UMP, pavoie ses héros, une défaite sanglante pour Hollande. Dans la page culture de ce journal, nous nous sommes rendus aux États-Unis où les nostalgiques de la cassette audio ont tenté de faire revue sur cet objet sans cesse renaissant. Mesdames et messieurs, au nom de toute la rédaction et de toute l'équipe technique, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à suivre notre journal du soir. Tout en vous souhaitant de passer d'agréables soirées, nous vous donnons rendez-vous demain soir à la même heure. Au revoir et à très bientôt.